Laure Emmanuelle Saragosi, directrice de recherche au CNRS, donc brillante chercheuse et chercheuse, voilà, je suis très mal à l'aise avec ça. Vous choisissez ce que vous voulez. Et donc vous travaillez, vous, sur la cartographie des cellules pour comprendre les poumons. Elle arrive à travailler sur une cellule. Moi, je ne sais pas comment elle fait. Enfin bon, elle va nous expliquer. C'est pas avec ses mains, hein, j'imagine, mais racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Je crois que c'est le projet, cet immense projet Atlas. Donc je vous laisse, Laure Emmanuelle. C'est ça, merci Nancy. Donc pour les quelques minutes qui viennent, je vous invite à laisser de côté les scanners et les IRM et de vous saisir de vos microscopes pour aller regarder un peu plus en détail ce qui se passe dans les poumons. Donc nous, on travaille dans un labo de recherche fondamentale, donc on va quitter également l'hôpital pour rentrer dans notre labo et on va venir zoomer sur les poumons pour comprendre ce qu'on fait. Donc on a parlé jusqu'à maintenant des poumons, du cancer de poumons, mais pour rappel, les poumons ont deux territoires assez distincts, on va dire. Le premier territoire qu'on voit en haut à droite sont les alvéoles pulmonaires qui sont responsables de l'échange des gaz quand vous respirez. Et on voit ici, on ne peut pas pointer, au milieu, si on met une loupe, on zoome, on va voir les conduits, les tuyaux qui amènent à ces alvéoles pulmonaires qui vont conduire l'air. Donc ce sont la trachée et les bronches. Ici, je vous ai représenté un zoom sur une trachée et si on regarde l'intérieur de la trachée ou des bronches, c'est ce qu'on voit ici en haut à gauche. On voit donc que c'est un tuyau, mais qui n'est pas simple. C'est un tuyau qui est tapissé par un tissu à l'intérieur de ce tuyau, à l'intérieur des bronches. Et nous, ce qu'on va faire dans notre équipe, c'est qu'on va prendre un microscope, on va venir zoomer sur ce tissu, car ce tissu est vraiment très important pour la santé respiratoire. C'est le premier contact de l'air que vous inspirez avec votre organisme. Ce que vous inspirez donc, c'est de l'air qui va contenir, on va en parler plus tard, des polluants, on en a parlé de la cigarette, mais également des virus. Et ce tissu ici, il est composé de cellules. Donc je vous rappelle que les cellules, ce sont les briques. La plus petite unité du vivant, c'est une cellule, c'est ce qui compose un tissu. Et ici, on voit, représenté de manière schématique, le tissu qui tapisse les bronches. Et en fait, on estime qu'il y a à peu près en tout 500 millions de cellules, donc de petites briques, pour venir composer un poumon en entier. Et nous, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de venir comprendre vraiment l'identité, le fonctionnement de chacune de ces cellules de manière indépendante pour mieux comprendre le fonctionnement du poumon. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans l'équipe ? On fait des prélèvements, principalement au niveau bronchique, sur des volontaires sains pour comprendre comment les cellules fonctionnent quand tout va bien, mais également chez des patients atteints de pathologies respiratoires. Donc dans l'équipe, on ne travaille pas sur des patients atteints de cancer, on travaille sur les pathologies chroniques comme l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive. Vous en avez entendu parler tout à l'heure, on va l'appeler la BPCO. Donc on est capable de venir prélever des biopsies bronchiques de ces patients et de venir séparer ces toutes petites cellules, ces toutes petites briques des tissus, une par une, pour venir les étudier. Comment on fait ça ? Donc, on les sépare, comme je vous disais, par des méthodes dans le labo, et on va venir les analyser pour établir leur carte d'identité, et ce sont des analyses de données à très large échelle. On va venir analyser en même temps des milliers et des milliers de cellules, et on va pour cela faire des analyses en bioinformatique. On va depuis récemment également appliquer des outils d'IA pour nous aider à mieux analyser ces cellules. Et en fait, le but, c'est de bien les connaître, de bien les caractériser. Donc à quoi ça sert de bien connaître toutes ces cellules au niveau microscopique ? Déjà, ça permet de mieux connaître comment elles fonctionnent quand tout va bien. Donc à gauche, ici, je vous ai mis une cellule qu'on connaît déjà. On savait déjà qu'elle existait. Par l'anatomopathologie, on la voit, on sait qu'elle est là, on sait comment la reconnaître. Mais avec cette méthode, qui est complètement assez exhaustive, on va avoir des centaines d'autres informations sur cette cellule. Également, comme on peut analyser en même temps des milliers de cellules sans a priori, sans chercher quelque chose en particulier, on va pouvoir, en haut à droite, identifier des cellules qui étaient complètement inconnues jusque-là et établir aussi leur carte d'identité. Et dans ce cas-là, on va vraiment faire de nouvelles découvertes. On va permettre d'identifier, par exemple, une cellule parmi 100 000 cellules, parce que c'est vraiment très très résolutif. On est capable de regarder des milliers et de trouver vraiment la petite aiguille dans la botte de foin, la cellule qu'on ne connaissait pas jusque-là.
Et également, on va pouvoir identifier des cellules qui ont un profil malade, celles que je vous ai mis en bas de cette diapositive. Donc, par exemple, chez un patient qui est atteint d'asthme, on sait tout de suite reconnaître, sans même que le médecin nous dise que le patient est asthmatique, on va tout de suite savoir que ces cellules sont malades et certaines ont vraiment des caractéristiques de l'asthme. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de bien regarder tous les mécanismes qui sont présents dans cette cellule pour comprendre comment la maladie opère au niveau cellulaire. Donc, pour étudier ce fonctionnement, nous, on ne fait pas des jumeaux numériques, par exemple, mais on fait des jumeaux tissulaires. On est capable, à partir des cellules d'un patient, de venir, vous l'avez vu dans le film au début, isoler les cellules et reproduire le tissu bronchique in vitro dans des incubateurs et pour pouvoir regarder comment ce tissu vit, comment il se développe. Et également, on pourrait imaginer pour chaque patient venir tester des thérapies spécifiques. Et ça, on ne peut pas le faire si on ne connaît pas exactement quels sont les mécanismes, qu'est-ce qui est dérégulé dans cette cellule qui est malade. Donc ça, comme je vous le disais, on l'a fait sur des patients qui sont sains. Et le but, c'est de vraiment établir un atlas cellulaire de tout le poumon, de connaître le mieux possible chaque cellule individuelle du poumon pour mieux connaître le fonctionnement global. Donc on l'a fait dans des cas de poumons sains, dans de la BPCO, c'est fait également dans la mucoviscidose, dans l'asthme. On a parlé des maladies fibrosantes aussi, il y a des équipes qui font ça pour la fibrose pulmonaire et également c'est beaucoup appliqué dans les cas de cancer pour venir regarder l'hétérogénéité. Je vous ai parlé des cellules malades dans l'asthme, mais on peut également, au sein d'une tumeur, venir regarder chaque cellule de manière indépendante et voir s'il y a des hétérogénéités, des cellules qui se comportent différemment. Donc ça, pour l'instant, c'est à une étape de recherche fondamentale, mais cette résolution, elle est vraiment très intéressante et on surveille ce qui va se passer dans les années à venir pour voir si au niveau clinique, l'application est possible. Nancy a parlé du projet d'Atlas, et on a parlé aussi des collaborations internationales. La recherche, ça ne se fait plus seul dans son laboratoire. Il y a énormément de coopération internationale et nous faisons partie d'un consortium qui s'appelle le Human Cell Atlas, qui part du postulat que le corps humain est composé de 37 000 milliards de cellules. Donc elles ne sont pas toutes indépendantes, pas toutes différentes. Selon la résolution, on peut dire qu'il y a à peu près 200 à 500 types cellulaires différents dans un organisme. Et le but de ce projet, c'est de venir regarder chaque organe et de venir connaître l'identité de chacune des cellules de chaque organe. Donc au niveau du poumon, on a fait partie d'un consortium vraiment européen qui a été vraiment pilote dans ce projet, qui a permis de mettre en place les outils. En France, on a été la première équipe à faire ce type d'analyse. Et l'idée, c'était de bien faire tout ce travail au niveau du poumon, de montrer que oui, au niveau du poumon, on pouvait connaître chaque cellule de l'organe, et après, pour pouvoir transférer un peu cette connaissance aux autres groupes, de partager, et les groupes qui travaillent sur le cerveau, le cœur, le système digestif. Également, c'est fait... À l'origine, c'était vraiment fait sur des patients sains et adultes, et de plus en plus, on va vers la pathologie. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais. Merci pour cette brillante présentation. J'en prie, Laure, tu peux t'asseoir. Oui, Nicolas, il voulait se régaler des images, parce que c'est bel effort de vulgarisation aussi. On a découvert beaucoup de cellules inconnues dans le poumon, inconnues jusque-là. Chez le patient sain, oui. Quelques-unes. Ah, quand même. En fait, il y avait des cellules qui existaient dans d'autres organes. Il y a une cellule qui est assez rare, qui s'appelle les ionocytes. Elle est importante car elle a à sa surface un récepteur qui est muté dans la mucoviscidose. Oui. Donc cette cellule a eu pas mal d'attention à cause de cette pathologie. En fait, elle est vraiment très rare, il y en a très peu. Donc c'est pour ça que dans le poumon, on ne pouvait pas la voir par d'autres approches. On ne savait pas comment aller la regarder, par quels outils, par quels marqueurs. Si on n'a pas l'outil pour détecter une cellule, on ne peut pas la voir. Et l'avantage de nos approches, c'est qu'elles sont sans a priori. On va regarder l'expression génique, on va regarder les ARN messagers qui sont exprimés par chacune des cellules, le plus d'ARN messagers possible exprimés par les cellules, et c'est ça qui nous donne la carte d'identité. Donc on découvre
des cellules qu'on ne cherchait pas forcément. Après, dans les pathologies, oui, il y a eu des types, des états cellulaires qui n'étaient pas connus et qui ont pu être détectés, par exemple dans la fibrose, des états cellulaires qui ont des intermédiaires que vous connaissiez, que les anapathes ne pouvaient pas voir eux-mêmes lorsqu'ils regardaient les... Absolument pas. Ce que je voulais souligner, c'est que l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire, où travaillent Laure et Pascal, qui fait partie donc de l'IHU, c'est l'équipe pionnière mondiale dans ce domaine-là. Donc on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir pu agréger des équipes qui sont mondialement reconnues dans l'IHU. Absolument. Ça, c'est pour moi fondamental d'avoir eu cette chance. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a l'impression, comme pour l'anatomie, que l'histologiste connaissait déjà tout en 2026. Et avec les nouvelles technologies, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas tout, malgré le fait que finalement, on avait probablement une certitude. Donc la science nous permet sans arrêt de nous tirer vers le haut. Pascal Barbry, qui va parler ensuite, mais vous vouliez réagir ? Oui, je voulais dire que, en fait, en science, on utilise des données qui viennent de ce qu'on vient de faire, et c'est formidable, mais en fait, ça s'appuie aussi sur les connaissances qui existaient avant. Donc si on reprend par exemple l'histoire des ionocytes, ces ionocytes, moi je vous les retrouve en 1989-90, il y a une publication qui, très clairement, dit que la protéine CFTR, qui est le produit du gène de la mucoviscidose, il est concentré dans un tout petit nombre de cellules quelque part. Sauf que, voilà, on a dit ça et on s'est arrêté là parce qu'on n'avait pas d'autres informations. Ce que nous venons dire maintenant, c'est, vous voyez ces cellules, elles contiennent CFTR, mais elles contiennent aussi ENaC, elles contiennent telle et telle et telle autre protéine. Et du coup, on donne une vision qui est complètement différente parce qu'on intègre ça dans un système beaucoup plus riche, où au lieu de décrire avec un seul paramètre, on va décrire avec 5, 10, 100, 500 paramètres. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est là où on vit, somme toute, une époque absolument incroyable, où on peut accumuler des informations et les interpréter comme on ne pouvait pas le faire auparavant. Bah, c'est juste une question complémentaire à vous deux. Vous parliez de personnes saines. Moi, je m'imaginais qu'on a tous des poumons, on a tous des cellules malades. Comment vous avez vraiment le patient zéro, enfin le -1, j'en sais rien. On demande à Charles Hugo. On va demander à Charles Hugo, oui. Est-ce que ça existe un poumon sain ? On a fait appel à des jeunes étudiants et étudiantes, a priori sains, comment dire, a priori sains, qui se sont prêtés, non mais il faut quand même le savoir, sur la base du volontariat, à des prélèvements qui commençaient à l'origine de la narine et qui terminaient à la dernière alvéole, étape par étape. Et c'est le seul endroit au monde où on a fait ça. Hein. On a fait ça dans le service d'endoscopie avec précurseur complètement. Laure Emmanuel qui était là pour récupérer les tissus à l'état frais. Et donc ça a été fait sur une série de volontaires sains. On a commencé il y a 2 ans. Et c'est vraiment... Enfin, sujet sain, oui, sain. Oui, sain, des vrais sains. Non, parce que j'allais dire, est-ce qu'on n'a pas le droit, j'imagine, d'aller vers l'enfant, le nourrisson, le nouveau-né, parce que ça, c'est un petit peu le rêve. Enfin, le rêve. Mais même chez le sujet sain, ça ne se fait pas que sur la base du volontariat. Il y a un comité d'éthique, il y a des règles extrêmement précises qui permettent de faire ces prélèvements sur les sujets sains. C'est pas de l'expérimentation, on est vraiment dans le cadre de la recherche. Exclut les enfants ? Oui. Dans l'étude, oui, mais il y a des études sur les enfants qui sont possibles. L'Atlas humain prévoit aussi de l'étude chez... Alors, faire une biopsie chez un enfant sain, c'est pas du tout la même au niveau éthique, mais par exemple, il y a des enfants qui ont des explorations parce qu'ils ont avalé un corps étranger. Et dans ces cas-là, il y a des études qui, bien sûr, il faut les autorisations, ça c'est pas non plus comme ça, mais ça se fait. Bon, si votre enfant, votre petit-fils avale un corps étranger, pensez à lui prélever un peu de salive. Je voudrais aussi préciser quelque chose, c'est que on a eu avec l'INSERM, donc qui est l'Institut de recherche sur la santé médicale, de recherche médicale français, un projet, un programme qui était coordonné par Alain Chédotal et qui avait pour objectif de développer un atlas, mais chez le fœtus. Ah oui. Et donc, dans le cadre de ce projet, de façon extrêmement réglementée et contrôlée, il y a eu la possibilité de collecter dans le cadre d'IVG des échantillons qui ont été analysés. Alors, ça a une importance
un potentiel qui peut être important, et beaucoup d'équipes dans le monde sont intéressées par ça, parce que finalement, la diversité cellulaire existe, mais elle est contrainte par la situation où vous êtes dans un organe particulier. Et brusquement, vous n'allez pas avoir un cerveau qui va se développer au milieu du poumon. Il va y avoir des situations de contrainte qui font que certaines populations cellulaires vont souvent reproduire des situations qu'elles ont trouvées, que le poumon a trouvées dans une situation antérieure, et avoir cette information sur le développement et l'histoire complète du développement du poumon, c'est quelque chose qui a un potentiel extrêmement important dans le futur. Alors on a parlé de la population de plus de 50 ans, quiz des enfants. Pour ce qui concerne le dépistage ? Ouais. Ok. On a parlé des pompiers, quid du BTP. Oui. Et en analysant les cellules, est-ce que ça vous est arrivé de détecter quelqu'un qui était malade sans qu'il le sache ? Laure Emmanuel, la question sur les cellules... D'abord, si je peux, je voudrais revenir très rapidement sur la question sur les enfants. Je vous remercie pour cette question, parce qu'on a parlé beaucoup du cancer du poumon, de la BPCO en particulier, qui est une maladie des plus de 50 ans. Et dans la communauté BPCO, il y a un concept qui émerge, c'est que la surveillance chez les enfants, elle n'est pas faite, et qu'en fait, il y a des trajectoires. On sait qu'il y a des prédispositions dans l'enfance, des prédispositions, par exemple, des infections virales graves, la prématurité. Il y a des prédispositions génétiques que forcément on ne regarde pas systématiquement, mais on sait qu'il y a des outils. La BPCO, c'est une maladie où on peut alléger les symptômes, mais on ne peut pas enrayer cette pathologie, passé 50 ans, alors qu'il y a peut-être des interventions dans la petite enfance, des surveillances à faire. Donc dans cette communauté, pour l'instant, on s'intéresse beaucoup. Justement, on arrête de dire que la BPCO, c'est une maladie du fumeur de plus de 50 ans, et on va regarder les prédispositions chez l'enfant. Donc c'est un très bon point. Et la question sur les cellules uniques ? Oui, la réponse est oui, en fait. C'est tellement sensible qu'on a pu dépister un asthme allergique qui n'était pas encore symptomatique. Donc c'est pour ça que c'est une technique très sensible qui pourrait être utile à l'avenir, oui. À plus grande échelle. Monsieur. Pour en savoir plus sur l'IHU Respirera, retrouvez toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet ihu-respirera.fr.